Bienvenue chez We Love Belgian Brands, le premier podcast qui tend le micro aux acteurs de la mode belge. Ici, on écoute les parcours, on cherche à comprendre les défis et à en tirer les apprentissages. Moi, c'est Astrid, experte en développement commercial, coach, conférencière. Et ce qui m'anime, c'est l'entrepreneuriat et accompagner les femmes dans la croissance de leur business et dans leur réalisation personnelle. Et moi, je suis Lynn et vous me retrouvez une semaine sur deux pour les épisodes en néerlandais. Alors voilà, tous les jeudis sortiront un épisode. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on raconte ce qu'est la réalité. Le but de chaque discussion, apprendre, échanger, s'inspirer. Belle écoute! Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Marine Verdussen de Top Secret Communication. Dans la mode et le lifestyle, tout va vite et évolue. Et les métiers de la communication, certainement. Du prêt des vêtements aux magazines jusqu'à l'émergence des réseaux sociaux et des contrats d'influence, c'est tout un écosystème qui a été bouleversé ces dernières années. Top Secret fait partie de ces agences qui se sont renouvelées, qui avancent avec leur temps et qui proposent un accompagnement à 360 degrés pour les marques. Avec Marine, managing partner depuis 2014, je suis impatiente d'en savoir plus. Marine, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci beaucoup. Chouette d'être là dans vos beaux bureaux. Je commence toujours par cette première question qui est de te demander de te présenter en quelques mots et de me raconter quel est le métier que tu aurais voulu faire quand tu étais enfant. Donc, j'ai 41 ans, bientôt. Je suis maman de 3 enfants qui ont 13, 11 et 7 ans. Je travaille chez Top Secret Communication depuis 17 ans. Top Secret Communication, c'est mon premier boulot. Voilà, je suis arrivée là à la sortie de mes études. Et j'ai gravi les échelons un à un pour arriver à m'associer en 2014. Et finalement, racheter l'entreprise dans sa totalité en mars 2020, le 10 mars précisément, savoir à 3 jours du confinement. Donc, un petit timing relativement... particulier. Ouais, donc voilà. Et donc Top Secret, c'est le job de ma vie en fait. Voilà. Donc c'est mon premier boulot. C'est ton premier enfant, quoi. C'est mon premier enfant. Enfin mon 4e. On va dire qu'on va laisser à mes enfants d'être mes 3 premiers enfants. D'être la primeur, quoi. Voilà. Et tu rêvais de ça quand tu étais enfant ? Pas du tout. Moi, en fait, je rêvais de... Donc, j'ai toujours adoré les enfants. J'ai travaillé dans une crèche très jeune. Je faisais ça comme job de vacances. Et mon rêve, c'était d'ouvrir une crèche. Et donc, j'ai toujours eu un peu cette âme j'ai fait des business plans dans tous les sens pour une crèche. Et puis, je me suis rendu compte, j'avais des projets incroyables autour de la crèche pour faciliter la vie des parents. Je m'étais dit, tiens, je vais j'ouvrir une crèche où les parents peuvent aussi me laisser leur liste de courses. Je fais commander, je fais livrer. Ils me donnent leur linge, je nettoie, je fais tout. Je prépare quand les mamans viennent, tout est prêt. Et puis, ce projet, finalement, n'a pas vu le jour pour la simple et bonne raison que quand on a 18 ans et qu'on sort des études, on est plein de convictions, mais en fait, il faut un diplôme. Mais pourtant, l'idée est brillante. L'idée était, je trouve toujours super. Tu déposes ton enfant et tu reviens avec ton linge propre, ton enfant heureux et tes courses. Et tes courses, fantastique. Et un plat fait pour le soir. Et un plat fait pour le soir. Et il y avait aussi l'idée d'avoir à l'étage de la maison une petite nurserie pour les soirs de semaine et de week-end, d'avoir un roulement pour les parents qui travaillent tard, ou qui sortent, etc. Mais donc j'avais vraiment une espèce de pour lancer ça, Marie. Ce business est incroyable. Mais bon, entre-temps, j'ai 40 ans et j'ai plus envie de m'occuper de bébé. C'est clair. Mais franchement, l'idée est bonne. L'idée est bonne. L'idée est très bonne. Et donc, du coup, à 18 ans, je me retrouve à me dire, qu'est-ce que tu vas faire comme études ? Et en fait, je ne savais pas très bien ce que j'allais faire. Et donc, je parlais avec ma meilleure amie qui me dit, moi, je vais faire l'IEX. Je dis, c'est quoi ça, l'IEX ? Dis-moi, c'est quoi ? Donc, aux études de communication appliquée, je me dis, tiens, fine, je vais aller m'inscrire. Et donc, voilà, deux mois plus tard, je commençais l'IEX. Et que j'ai terminé par un master à Anvers, en ressources humaines, en néerlandais, à l'université d'Anvers. Et comme ça, j'avais les 2 langues, puisque j'ai la chance d'avoir un père anversois et une mère liégeoise, donc je suis un parfait mix belge, mais je n'ai pas parlé néerlandais à la maison. J'ai toujours eu des cours particuliers, je me débrouillais pas mal, mais j'avais pas le bilinguisme qui est quand même nécessaire et essentiel au métier de la com. Ouais, mais en terminant tes études à Anvers, je suis bilingue, du coup. Voilà. Génial. Donc ça, c'est une force. Et donc, tout de suite après la fin de tes études, tu as commencé chez Top Secret Communication. Voilà. J'étais en stage chez Ogilvy. Je m'ennuyais relativement fort. Et j'ai continué j'avais postulé à ce moment-là. Je cherchais un job activement. Et Top Secret m'a téléphoné. Et je me souviens que c'était un vendredi midi.
Un jeudi midi, je suis arrivée le vendredi midi, j'ai reçu mon offre à 16h, je signais à 20h et le mercredi d'après, je commençais. Top. Et donc, j'ai plus jamais quitté cette boîte depuis le 7 novembre 2007. Ah, et t'avais quel âge du coup? J'avais 23 ans. Ok, ouais, c'est l'histoire de ta vie, quoi. Toute jeune. Génial. Et alors, ça veut dire quoi d'être managing partner aujourd'hui chez Top Secret Communication? C'est-à-dire que c'est un parcours assez naturel qui s'est fait. Je pense que j'ai construit mon chemin sans brûler les étapes. J'ai connu toutes les étapes du métier chez Top Secret Communication. J'ai commencé comme assistante d'attaché de presse. Je gérais l'arrivée du courrier, l'ouverture des ports des coursiers, les envois encore des fax, les scans de CD à l'époque. On a vachement évolué en termes de communication depuis quelques années. Mais donc, j'avais un métier multifacette que j'adorais, en fait. C'était vraiment j'avais pas une journée qui se ressemblait. Puis j'ai géré un portefeuille client, puis j'ai géré le département presse, puis je me suis associée, puis mon associée précédente a émis le souhait de faire un pas de côté, et donc j'ai racheté l'entreprise. Et donc, être managing partner aujourd'hui, c'est mettre une équipe en place et la gérer au quotidien dans un métier comme le nôtre, qui est un métier de relations publiques et de relations presse. C'est soigner les clients, c'est être en contact avec les clients au quotidien pour parler stratégie, développement, créativité, projet. C'est toujours une longueur d'avance sur ce qu'on nous propose dans nos métiers. C'est se remettre beaucoup en question, parce que on ne faut pas penser que les managing partners ou les responsables d'entreprise, on a tous nos moments. On réfléchit beaucoup, en fait. Comment est-ce qu'on peut développer, comment est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut faire mieux. C'est une grande remise en question au quotidien. Mais c'est surtout un métier passionnant, d'être dans ce métier de la com et de gérer une entreprise comme Top Secret Communication qui regorge de marques, talents, viviers belges internationales et qui nous permet de nous positionner sur la scène belge à la communication. Aujourd'hui, tu as en effet plus de 20, 30, 40 clients. Combien à peu près? Il y a des noms belges, en effet, qu'on n'oublie pas. Hein, Nathan, Horta, la boutique Centre d'ailleurs, d'autres marques aussi du secteur, hein, Tiffany, manucuriste. Comment tu trouves des clients? Comment ils viennent à toi aussi? Mais étonnamment, on a très peu recruté. On est toujours beaucoup venus à nous et on a des clients très fidèles. Nathan va être client depuis 40 ans, Top Secret à 40 ans. Donc on est partenaire depuis 38 ans. Une marque comme Nux, ils sont partenaires depuis presque 15 ans. Centre d'ailleurs, ça va faire aussi une grosse dizaine d'années. On a la chance, Tiffany aussi, pareil, 12-13 ans. On a la chance d'avoir des marques qui restent chez nous. Oui, voilà, on a une relation de confiance avec nos clients. On se met au service du client. C'est notre rôle, en fait, pour certains clients, on va être plus dans la stratégie de base. Pour d'autres clients, on va recevoir un plan marketing et on va devoir être créatif autour du plan. Chaque client n'a pas la même linéarité, en fait. On va travailler le client de manière différente en fonction de ses objectifs marketing. Et donc, c'est ça qui est riche, en fait. Et c'est ça qui fait que, voilà, qu'on accompagne les marques. Et je vois Horta, moi, je la suis depuis ses débuts. Marion, je suis allée la voir dans son showroom, la rue américaine. Je lui dis, moi, j'aime ta marque, j'ai envie de m'en occuper. Et ça va faire plus de 10 ans. Et donc, le jour où Marion a eu besoin d'une agence, elle a pensé à moi. Parce que j'ai toujours, je suis curieuse de la mode, je suis curieuse de ce qui se passe dans le lifestyle, en Belgique, à l'étranger. C'est quelque chose qui me drive depuis toujours. Et il y a combien de personnes qui travaillent pour Top Secret Communication aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est 14. Donc 14 femmes. Et c'est ce que je dis toujours, on n'est pas féministe, on est juste féminine. On n'est pas contre les hommes. Donc, s'il y a des CV masculins, qui n'hésitent pas. Mais donc, on est 14 et on a une équipe qui est bien occupée, avec beaucoup de projets qui vont dans tous les sens, dans les différents départements de l'agence. Et voilà, c'est très riche. Et alors, on voit quand on va sur le site et puis même quand tu connais un peu le secteur de la mode que les choses vont très vite, quoi. Je trouve que beaucoup de choses ont évolué, la communication certainement. C'est quoi exactement vos missions? Qu'est-ce que vous faites pour les marques? Alors aujourd'hui, Top Secret a toujours été connu historiquement comme une agence de presse. Ça, c'est notre premier métier. Le média de base print, offline, puisque de base, le digital, quand moi j'ai démarré, n'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui. Je dirais que aujourd'hui, on a la presse, on a le marketing d'influence qu'on fait depuis une dizaine d'années. On a également aussi tout ce qui est community management, donc développement digital. Et donc là, on a 3 gros piliers. Et ces piliers sont soutenus par différents métiers de la communication
qui viennent compléter et qui font qu'on donne une offre à 360 à nos clients. C'est qu'on peut les accompagner aussi sur le graphisme, sur tout ce qui est média payant. Donc achat d'espace média, ça va de visibilité print, digital à l'habillage intram. Ça peut être toute chose de ce calibre. Et puis on a aussi tout ce qui est événementiel. Donc on va gérer vraiment de l'événementiel pour nos clients, que ce soit une conférence de presse, un défilé, ça peut être un cocktail B2B, B2C, ça peut être un beau dîner dans un lieu exceptionnel pour vraiment créer le wow effect autour et créer le buzz dans la communication. Et donc, on a vraiment ces 3 gros départements, un grand département, et puis on a tous les métiers de la communication qui sont liés à cela, qui viennent en soutien et qui nous permettent à nous de créer des stratégies 360 pour nos clients, pour activer vraiment tous ces métiers de la communication et les faire rayonner. Et aujourd'hui, quand tu parles de offline et de online, tu trouves que les marques doivent dépenser plus d'argent, de budget en online ou en offline? C'est quoi ce qui a le plus d'impact? Je dirais que quand les marques le peuvent, et ça c'est dans un monde idéal évidemment, le offline est toujours très important et c'est pour ça que les marques viennent nous voir. C'est parce que le offline, ça crée la visibilité, la notoriété, l'awareness d'une marque et c'est ça qui positionne la marque. Moi, j'ai des clients qui sont très attachés au print. Ils veulent pas quitter ce print. Et c'est très gai d'avoir un article digital. Évidemment, c'est toujours ça se forward, ça se partage, ça réseaute. Mais un article print, c'est le positionnement, c'est le prestige du titre en fait. Et moi, je défends très fort ces valeurs-là parce qu'aujourd'hui, on dit toujours la presse est occupée à chuter, la presse va chuter dans peu de temps. Et en fait, j'ai racheté cette agence il y a 4 ans, 100%. J'ai racheté l'agence avec mon associé Laure, qui est plutôt aux commandes du RH et de la finance. Et on n'a pas vu de titre disparaître spécialement. On a plutôt vu émerger du digital, mais on n'a pas vu chuter du print. Mmh. Alors voilà, il y a évidemment des titres qui disparaissent comme toujours, mais dans l'ensemble, il y a des titres qui arrivent sur le marché. On a eu des titres qui sont arrivés. Donc, le offline reste très important pour le positionnement des marques. Et je trouve que le online devient capital pour convertir et pour vendre. Parce que les gens sont tous sur les réseaux, Instagram, LinkedIn, tout le monde se balade sur ces plateformes et s'inspire, regarde ce qui se passe, ce qui se fait et convertit. Alors du coup, alors ici on parle de mode, on convertit ça en achat de par là, mais je veux dire les marques doivent être très présentes sur les plateformes online aussi. Ouais. Et d'où le marketing d'influence, d'où la gestion d'un bon community management, de faire rayonner sa marque pour avoir son identité digitale. Et en fait, on voit bien quand on cherche une marque, quand on cherche à avoir un univers, on va directement sur Instagram. On va beaucoup plus que se taper dans notre URL pour trouver un site web. L'Instagram est devenu la carte d'identité des marques. Absolument. Donc, un Instagram est capital pour moi. Ouais. Et tu as raison, l'univers inspirationnel de la marque, tu vas le retrouver tout de suite sur l'Instagram. Ouais. Mais c'est passionnant. En effet, le online et le offline sont juste complémentaires. Tout à fait complémentaires. Et je trouve que c'est bien résumé de dire que le offline, il travaille sur ton positionnement et le online, il travaille sur ta conversion client. On sait bien qu'un bon contenu online, il peut t'amener vers un site marchand, là où un article dans même le plus grand des Vogue ou le plus grand des Elle va pas t'amener directement sur un panier, enfin sur une vente, quoi. Mais va donner beaucoup de crédibilité à ta marque, à ton positionnement. Ouais. Aussi ton produit, en fait. Ouais. C'est ça que les marques cherchent en venant chez nous. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Et c'est quoi justement les valeurs qui sont importantes pour vous, Top Secret? Et donc, Top Secret, on a fait un très gros travail récemment. On s'est beaucoup remis en question avec mon associé. On s'est dit, OK, bon, ben, où est-ce qu'on en est après 4 ans? On a quand même racheté cette boîte à 3 jours du confinement. Moi, je n'avais pas de notion de management. En fait, quand j'ai racheté Top Secret, c'est peut-être pas ça, je me confie un peu, mais voilà. Moi, j'ai toujours été, je suis une fille de la com. J'ai pas fait la finance, voilà. Mais mon père m'a toujours dit, un bon financier, ça se trouve. Si t'as les reins pour le tenir de ta boîte, ça ira très bien. Et il faut tenir le métier, il faut pas tenir la finance. Enfin, il faut la tenir, mais tu vas pas le faire toi-même. Et donc, on a quand même traversé quelques tempêtes, puisque 3 jours après le rachat, on confinait et je mettais quand même 4 filles en chômage économique pour 1 mois et je gardais 5 filles pour faire tourner la boîte. Et tout ça en télétravail, à distance, avec à l'époque du matériel qui ne le permettait pas. Donc on s'est quand même retrouvé un peu face à un nœud. Et tellement d'inconnus. Et se dire, OK, on vient de racheter une boîte, maintenant il faut y aller tout de go. Hein, il faut arrêter de se poser des questions, il faut foncer. Et bon, j'ai cette caractéristique que je suis une fonceuse. Je me retourne rarement
en ayant des regrets, je me dis plutôt que voilà, je vais de l'avant pour essayer de donner vie à mon projet. Et donc, on a digitalisé, on a remis des choses en place chez Top Secret, on s'est réinventé, on s'est remis en question. On a déménagé une fois, on a acheté un bâtiment parce qu'on avait besoin de retrouver une identité propre à nous. On est passé par un coworking parce que c'était important à ce moment-là et que ça nous a vraiment créé du réseau. Ça nous a vraiment permis à nous de dynamiser cette boîte qui est une boîte qui a 40 ans, qui a une très belle réputation à Bruxelles, en Belgique d'ailleurs. Mais voilà, on a quand même passé plein d'échelons qui ont permis à Top Secret de retrouver une dynamique qu'on n'avait plus. Enfin, qu'on avait envie de redynamiser, en fait, qu'on avait envie de changer, qu'on avait fait évoluer. Et donc, on a beaucoup travaillé. Donc, en fait, on s'est rendu compte avec mon associé que nos valeurs principales, c'est vraiment la confiance, puisque on a des clients qui sont très fidèles, donc ça montre qu'ils ont confiance en nous. Donc, on les accompagne vraiment main dans la main dans leurs projets. Il y a une grande valeur qui est celle de l'excellence. Moi, j'ai toujours appris dans mon métier qu'on doit être irréprochable, que le moindre colis postal qui part doit être léché de chez léché. On peut rien laisser au hasard. Moi, il y a rien qui part d'ici qui n'est pas validé. Les filles connaissent exactement les codes, elles savent exactement comment il faut faire. C'est notre ADN qui passe à travers les produits qu'on envoie. Donc l'excellence aussi dans la façon de s'adresser aux journalistes, l'excellence dans la façon de s'adresser aux clients, l'excellence dans la façon de suivre, être professionnel, tout simplement. L'efficacité, puisque moi je considère qu'aujourd'hui on est essentiel dans la construction des entreprises. La communication est un pion essentiel. Alors quand il y a une grosse crise, c'est la communication qu'on coupe, mais quand ça va mieux, c'est la communication qu'on reprend. Ouais. Donc et cette crise de 2020 nous l'a clairement fait bien comprendre. Et nos clients sont restés. Et on a tous fait un effort. C'était un peu une crise de solidarité. On a tous fait un effort. Et moi, je démarrais ma reprise de l'entreprise par ça. Donc, je comprenais pas très bien ce qui m'arrivait, mais on a géré. Et on a fait plus de 40% de chiffre cette année-là. Donc, sur une année Covid. Donc, on a plutôt bien manœuvré notre bateau. Wow. Et alors, la dernière valeur, je dirais que c'est l'agilité. Parce que on est très agile chez Top Secret. On se réinvente, on passe de l'un à l'autre. Aucune journée ne ressemble à la précédente. On a quand même une grande résilience aussi dans ce secteur qui est un secteur difficile. Parce qu'on a toujours tendance à penser la com, ça fait rêver, c'est des paillettes, c'est des strass. Il y a tout ça. Évidemment qu'il y a tout ça. Je vais pas mentir. C'est un métier que j'adore pour ce côté-là. Mais c'est aussi une grande résistance au stress. C'est aussi de rassurer les clients, de répondre à la presse en temps et en heure, de respecter les délais, de considérer que chaque lancement est capital et que donc, du coup, il doit être à tel moment dans la presse et il doit rayonner de telle façon et qu'on n'a pas droit à l'erreur. Et donc, l'agilité, c'est quand même quelque chose que moi, je demande aux filles d'entreprise, enfin, aux filles de chez Top Secret, de vraiment être très, très, très agile par rapport à la façon dont elles gèrent la communication de leurs clients. Tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que la communication, ce qu'il y a d'assez ingrat, c'est qu'en effet, donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup de rigueur pour avoir une parution, pour créer tel événement, pour avoir, comme tu disais, un habillage d'un tram avec des visuels. Donc, mais c'est souvent difficile de mesurer l'impact. Oui. Et que ça peut être un peu ingrat, tu vois. C'est qu'il n'y a pas vraiment des vrais chiffres où tu peux aller voir l'investisseur de telle ou telle marque en lui disant tel événement a converti. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est difficile parce que souvent on me demande vous donnez-moi les KPIs de ce que je pourrais avoir comme résultat. Je ne sais pas vous dire en fait. Avec la meilleure volonté du monde, je n'ai pas de chiffres à vous transmettre. Un lancement peut être un flop, un lancement peut être un super carton. Et je pense aujourd'hui que ça, c'est vraiment... On dit toujours qu'on a une obligation de moyens, pas de résultats en presse. Ouais. Et c'est vrai, la presse est libre de communiquer sur ce qu'elle a envie. Moi, je ne paye pas les journalistes. Je travaille de manière organique avec eux. Eux, ils ont leur rédaction qui les paye. Et à eux de créer le contenu le plus riche possible pour le lecteur. Et donc, c'est à moi de les emmener dans mon aventure, c'est à moi de leur raconter l'histoire. Et donc, c'est à moi de dire à mes clients, aujourd'hui, il faut raconter une histoire. Et j'ai souvent des marques qui viennent me voir, qui ont un produit, puis après quelques mois, ça s'essouffle, et puis ils sont déçus, et puis ils me disent, mais en fait, il n'y a plus grand-chose qui sort, c'est quand même dommage. Oui, mais qu'est-ce qu'on leur raconte à la presse? On peut pas ressortir sans cesse la même soupe aux journalistes. À un moment, ils ont besoin de nouveautés. Et c'est là-dessus qu'on les challenge aussi. Et donc, pour moi, ça, c'est capital d'avoir cette espèce de remise en question, tant du côté
attaché de presse que du côté client et de travailler main dans la main pour créer du storytelling. Et ça, c'est devenu très central depuis quelques années chez nous. C'est le storytelling. Moi, je travaille avec des storytellers pour mes clients. Je leur mets des storytellers dans les mains et pour me raconter une histoire. Et on peut trouver des angles se trouvent toujours. Je suis d'accord. Voilà. Et tu veux dire des gens qui sont copywriters, qui ont vraiment le sens de l'écrit, le sens de l'histoire, quoi. Alors moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de clients belges de grande envergure et internationaux aussi, et qui du coup ont beaucoup de choses à raconter. Ils ont une équipe marketing derrière eux, et donc ils créent du prétexte. Donc Top Secret est très nourri. J'ai des marques belges ou internationales que je soutiens qui ont moins de régularité dans leur plan marketing, et parce que c'est un démarrage, c'est un lancement, etc. Et donc là, on doit être beaucoup plus inventif. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille avec storytellers, parce que ce sont des personnes qui vont aller chercher l'essence même de ce qu'ils racontent et qui vont faire rêver nos interlocuteurs. Et ça, aujourd'hui, c'est un métier. Moi, je suis attachée de presse, je ne suis pas copy. Donc ça, c'est deux métiers différents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je scinde ces deux parties pour aider mes clients justement à grandir au niveau de leur storytelling et à me nourrir pour que je puisse les faire paraître en c'est hyper intéressant de t'écouter. Et on sent vraiment justement cette capacité que tu as à te remettre en question et en effet être agile, à rebondir. Parce qu'en effet, ça, c'est aussi des nouveaux métiers, quoi. De savoir raconter des histoires. Qu'est-ce que tu penses aussi de l'importance ou des bouleversements qu'il y a eu avec l'influence? Est-ce que tu trouves que c'est toujours aussi important? Ça reste très important. Tout le monde dit l'influence, ça va être fini dans X temps aussi. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je vois pas de fin à l'influence demain. Ça, d'accord. Avec ce que nous, on a en termes de campagne d'influence ici, c'est pas un métier qui est amené à s'essouffler. Est-ce que tu peux définir déjà ce que c'est qu'une campagne d'influence? Donc, une campagne d'influence, c'est vraiment sur base une marque vient nous trouver pour un lancement produit, et sur base de ce lancement produit, on va sélectionner une liste d'influenceuses, leaders d'opinion, avec un profil public ouvert, et on va créer une campagne. Donc ça veut dire qu'on va créer une campagne de communication rémunérée, où elles sont rémunérées pour communiquer autour du produit. Et donc c'est une campagne qui va évidemment être timée sur les réseaux, pour essayer de créer le plus de buzz possible au niveau digital et de permettre au produit d'être converti et de se vendre. Voilà, ça c'est vraiment la campagne d'influence, et donc c'est vraiment servir de l'influence pour communiquer autour d'un produit et d'en faire un succès sur les réseaux sociaux. Ça c'est vraiment une campagne. Super. Et alors quel est l'avenir de l'influence? L'avenir, moi je pense qu'il y a eu beaucoup de vagues dans l'influence ces dernières années, vraiment beaucoup de vagues. Il y a eu d'abord une arrivée il y a quelques années, il y a une dizaine d'années où tout le monde était là, c'est des blogueuses en fait, voilà. Les blogueuses, elles sont devenues influenceuses, d'influenceuses, elles sont devenues créatrices de contenu. Absolument. Et donc aujourd'hui, on a affaire à des professionnels. Il faut arrêter de penser que l'influence, elle veut juste être couverte de cadeaux. Ce sont des filles les filles des hommes dont c'est le métier. Et donc aujourd'hui, on travaille en campagne pour justement assurer une qualité, parce que le problème d'avoir fonctionné dans le passé, que ce soit les marques, les agences, autres, parfois avec du gifting, ce qui est encore quelque chose de possible, mais évidemment toute une réglementation qui a été mise derrière elle avec des mentions spécifiques. C'est quelque chose qui n'est pas non plus mesurable sur le long terme. Et je pense que pour gagner en efficacité, ces campagnes doivent vraiment être pensées comme des campagnes de communication. Et dans la longévité. Dans la longévité. Dans la fidélité. Travailler avec des ambassadrices plutôt que travailler avec des one-shots. Alors pour certains produits, on a besoin de ces one-shots. On doit rayonner le plus possible. Pour d'autres, on a besoin de construire la marque. Et construire la marque, ça se repose aussi sur des ambassadrices. Moi, j'ai eu des ambassadrices dont on savait qu'elles étaient le visage d'une marque. Les gens l'arrêtaient en pharmacie pour dire « Ah, mais j'achète votre eau micellaire ». Par exemple. Et donc, ça, c'est une campagne réussie parce que c'est identitaire, en fait. Et qu'est-ce que les gens recherchent? Voilà. C'est ça que les gens cherchent sur les réseaux. On suit ce qui nous inspire. On suit ce qu'on aime. Et donc, en partie, je veux dire. Donc, retrouver ces produits phares ou le produit qui pourrait devenir le nôtre sur le visage qu'on aime bien, ça favorise un achat. C'est sûr. Voilà. Hyper intéressant. De mon expérience, j'ai vraiment vu ces 10 dernières années les boutiques multimarques en Belgique acheter français, italien, pour toutes ces raisons liées au glamour des marques étrangères, se tourner de plus en plus vers des marques belges. Et aujourd'hui, plus que jamais, quand tu vas dans une jolie boutique multimarque en Flandre ou à Bruxelles ou en Wallonie, tu as 4, 5, 6 marques belges. Il y a vraiment un amour des marques belges en Belgique que je ressens de mon point de vue. Est-ce que tu as la même chose en termes de communication et en termes de retour d'impact en fait dans l'influence ou dans la communication par rapport à tes clients belges comme internationaux? Mais le belge est très fier d'être belge en fait, et on est très fier. C'est nouveau, je trouve quand même, non? Oui, moi j'ai toujours eu
beaucoup de marques belges ici, par exemple, à l'agence, et j'ai toujours adoré m'occuper des Belges, comme j'adore m'occuper de l'international, mais il y a un côté très patriote, comme ça, de pouvoir s'occuper de marques de chez nous. On a soutenu des marques, des jeunes marques à leur lancement, et j'ai adoré faire ça. Effectivement, la mode belge, en plus, c'est une référence mondiale, donc il y a une grosse émergence à ce niveau-là en termes de mode. On a quand même quelques très beaux fleurons qui existent depuis toujours, et puis on a plein de jeunes marques qui vont éclore, et c'est super intéressant et super riche. Donc je pense qu'il y a une grande fierté dans cette belgitude. Ouais. Et moi, à mon niveau d'agence, j'aime beaucoup quand les gens viennent me raconter une histoire belge. Ouais, je trouve ça très amusant. Et la presse adore les histoires belges. Ouais. Voilà. Tu le ressens aussi, c'est super chouette. C'est quoi les moments forts, tes grandes fiertés dans toutes ces années de carrière? Je dirais d'abord, ce job, c'est plus qu'un job, c'est un peu une prolongation de qui je suis aujourd'hui. Je suis arrivée là un peu par hasard, et donc j'ai eu un début de carrière assez... ça a été très vite, en fait, pour moi. Donc, je me suis très vite retrouvée responsable du département presse chez Top Secret. J'avais quelques années d'expérience, mais moi, quand je suis arrivée là-bas, on m'a pas donné la main. On m'a pas dit ça va se passer comme ça, tu vas faire comme ça. On m'a un peu jeté dans le bain, et on m'a dit hop, maintenant tu nages. Et j'ai eu des souvenirs incroyables de moments de conférences de presse qui pour une jeune comme moi de 23, 25 ans étaient complètement lunaires, en fait. Et donc, un exemple précis à partager? Je me suis retrouvée, par exemple, premier événement chez Top Secret Communication. Je travaille là depuis 15 jours. Je vais avec l'ancienne patronne de l'agence, à l'époque patronne de l'agence, et on arrive à l'ancien bâtiment Arno Queens, là où il y a maintenant le bâtiment Apple, et je suis allée là, et je suis allée à la présentation de la tenue des athlètes olympiques de 2008 pour aller à Pékin. Et donc moi j'arrive là, c'était Nathan qui habillait les athlètes, donc c'était Édouard qui avait fait tous les vêtements de la délégation belge. Et j'arrive là, et soirée incroyable en présence de personnalités royales. Enfin voilà, donc d'un œil comme ça, quand on arrive dans ce métier, on se dit dans quel métier je baigne, en fait. Je pas très bien ce qui m'arrive, mais c'est vrai que j'ai tout de suite adoré. C'est un peu un des drives chez moi. J'aime bien ce côté un peu paillettes, strass paillettes. Ça me fait vraiment bien rêver, quoi. J'adore. Ouais. Et je continue à adorer parce que on adore tout ça. Raconte-nous encore oui, c'est vrai. C'est parce que tous les événements sont incroyables qu'on a fait. On a fait des dîners à la bougie aux Wills pour Tiffany. On a mis une tente sur la place Bruckmann pour Nathan pour fêter l'ouverture de l'atelier couture. J'ai des événements, j'ai fait des voyages de presse dans les plus beaux hôtels. Le groupe hôtelier La Réserve à Ramatuelle, à Genève. Je veux dire, c'est des expériences hôtelières qu'on a peu de fois dans sa vie et qui sont vraiment d'une richesse incroyable par l'échange des gens, la passion des gens qu'on rencontre, les gens qui travaillent là depuis toujours. Donc il y a vraiment tous des parcours de vie, des histoires qui se racontent, et je pense que pour ça a été j'ai eu beaucoup de moments marquants de ma vie. Alors je pense que le plus marquant, c'est le rachat à 3 jours du confinement. Ça, c'est sûr que je suis pas sûre que je prenne à le faire 2 fois, mais par contre, je me suis beaucoup amusée. J'ai rarement eu peur. J'ai pas eu peur. Étonnamment, j'avais pas peur. Je me disais, ça va aller. Comme je savais pas très bien ce à quoi je m'attendais, et comme personne ne comprenait rien à ce qui nous arrivait, en fait, je me sentais pas seule, mais en même temps, j'étais seule avec mon business. Ouais. Et donc ça a été un moment vraiment très marquant. Tu te sentais l'âme d'une entrepreneur, d'une chef d'entreprise? Mais j'ai toujours eu ça. Ouais. J'ai toujours été drivée. J'ai grandi mon père est entrepreneur. C'est mon drive. Depuis que j'ai 10 ans, j'ouvrais une crèche. Donc voilà, c'est ça. J'ai eu souhait. J'ai toujours adoré. J'ai une âme d'indépendante, en fait, très forte. Donc je déteste qu'on me dise ce que j'ai à faire. Ouais. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Et donc, on m'a toujours donné cette grande liberté de me développer chez Top Secret parce que je pense que de l'autre côté, j'ai donné le champ, j'ai donné le jeu. Ouais. J'ai jamais compté mes heures, je travaillais comme une folle. Ouais, oui. J'étais employée, c'était comme si c'était ma boîte depuis le premier jour où je suis arrivée là-bas. Et ça, c'est un mindset, on l'a ou on l'a pas. Et je pense que c'était vraiment, c'est ça mon drive. Et donc, je dirais que dans les moments marquants, il y a eu effectivement tous des événements qui, pour une jeune de mon âge, sont assez géniaux à vivre. Le rachat et puis l'achat du bâtiment ici, puisqu'on a quand même acheté en 2022 une maison classée. Ça, c'était peut-être la partie la moins drôle de la rénovation, parce que tout est très fastidieux quand on s'attaque au patrimoine. Ouais. Mais par contre, on a récupéré notre identité singulière, et Dieu sait que mon passage par Fosbury a été très riche et très fort. On a rencontré plein d'entrepreneurs, on a beaucoup synergisé. Mais aujourd'hui, on avait besoin de ça, de pouvoir recréer des événements chez nous, de pouvoir avoir un showroom pour nos clients, de pouvoir les accueillir, d'inviter la presse, les journalistes, les stylistes, les influenceurs ici. Ouais. Et voilà. Et là, on a une belle adresse. Et donc ça, je dirais que j'en suis assez fière parce que c'est un projet quand
même qui a mis 2 ans à aboutir. Et donc, c'est sublime. Voilà. Ouais, merci beaucoup. C'est super chouette. Pour une marque qui nous écouterait et qui n'a pas les budgets pour travailler avec Top Secret Communication, qu'est-ce que ce serait les plus grands conseils que tu pourrais donner? Qu'est-ce que tu penses? Comment faut-il communiquer aujourd'hui? Mais je pense que, alors, souvent, j'ai souvent cette question, on me dit, tiens, mais si moi je veux m'adresser à la presse, en fait, on me répond jamais, etc. Et c'est vrai, la presse ne répond pas toujours, ou pas souvent, aux personnes qui viennent seules. Et ils ont toujours cette confiance, enfin, ils ont force cette confiance en nous, et puis ce gain de temps de passer par l'agence et de savoir que chez Top Secret, ils vont trouver ce qu'ils ont besoin. Et évidemment qu'il y a tout un vivier de talent autour et que tout le monde ne peut pas s'offrir une agence. Donc, je dirais d'abord, travailler sa communication digitale. C'est super important aujourd'hui. Ça, c'est le premier conseil que je donne. Donc, l'Instagram. L'Instagram. C'est quoi pour toi un bon Instagram? Un bon Instagram, c'est un Instagram qui informe sur le projet même. C'est un Instagram qui inspire et c'est un Instagram que tu incarnes. Donc, il y a inspirer, incarner, informer. Voilà, pour moi, c'est les 3 piliers. Si c'est une créatrice, elle doit prendre la parole, elle doit montrer qui elle est, elle doit pas avoir... Et moi, je déteste faire ça. Hein. Je suis vraiment la personne, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Je le fais, je commence à le faire, mais je suis quelqu'un de très discrète sur les réseaux sociaux. Je prends plus la parole sur LinkedIn. Mais par exemple, je trouve qu'il faut incarner ton produit, ta marque, ton projet et oser prendre la parole. Pourquoi? Et puis, il y a le fait d'être inspirationnel. Pas toujours parler de soi, mais aussi parler de ce qui nous inspire, de ce qui nous entoure, de ce qui fait que la marque est ce qu'elle est. Et puis ensuite d'informer sur le produit. Parce que ce que cherche le consommateur aujourd'hui, c'est s'identifier à une marque. Et si il aime l'univers, si la créatrice ou le créateur est inspirant, à ce moment-là, il y a déjà tous les ingrédients. Donc, moi, je dirais que, et ça peut grandir de manière organique. C'est pas un problème aujourd'hui. Évidemment que des campagnes payantes sont plus impactful que des campagnes organiques. Mais tout le monde ne peut pas s'offrir des campagnes payantes aujourd'hui. Et donc, déjà ça, pour moi, c'est une bonne base. Ensuite, aller dans les réseaux d'entrepreneurs, les réseaux de parole, des réseaux entreprendre, des hors normes, des BAB, aller créer du réseau, du roller coaster. C'est aller les trouver, aller s'en renseigner, aller se nourrir des autres et échanger. Ça, c'est la première chose à faire. Enfin, la deuxième, je dirais. Mais si je dois prioriser, c'est vraiment hyper intéressant. Oser aller se montrer et s'enrichir des autres, parce que parler à une personne fait qu'une personne parle à 2 personnes, que 2 personnes parlent à 4, et en fait, ça commence à tisser la toile. Et ça, c'est capital dans une construction de marque. Et puis aussi, on apprend beaucoup plus des échanges avec les autres que de rester tout seul dans son coin. Absolument. Voilà. Donc ça, c'est les 2 conseils que je donnerais. Génial. Hyper intéressant. Et si on veut travailler avec vous, si on a des budgets et qu'on se dit, c'est peut-être temps maintenant d'investir sur un bureau, une agence de presse comme Top Secret Communication, qu'est-ce que ça veut dire? Combien ça coûte? Qui s'occupe d'eux? Qu'est-ce que vous ferez pour eux? Donc, moi, je rencontre toujours les marques avec le plus grand plaisir, et c'est vrai que j'essaye d'écouter au mieux quelles sont les choses qu'ils ont racontées et comment est-ce que nous, on pourrait matérialiser ça en plan de communication. Parce que c'est bien beau d'arriver avec une histoire, il faut que nous, on puisse se nourrir de cette histoire pour la raconter à la presse et aux influenceurs et pour créer des campagnes de com. Et donc, Top Secret, aujourd'hui, ça démarre, je vais être très franche, à 1 500 € par mois. C'est le prix de base. C'est un prix qui comprend nos relations presse, hors campagne d'influence. Les campagnes d'influence, elles se travaillent de manière indépendante. Aujourd'hui, je sais pas assurer. On a une agence d'une certaine taille et on a surtout aussi un service avec de l'emailing, du travail one-to-one, des callings avec les journalistes, de la relance. C'est un travail sur mesure pour nos clients. Et donc, ça, c'est le prix de base chez nous. Après, on vous accompagne aussi sur tout ce qui est relations publiques et partenariats. Ça veut dire que nous, on va être force de proposition sur ce qu'on voit, ce qui se passe sur le marché. On est à la source de beaucoup de choses ici. On est à la source de ce qui se passe au niveau des régies. On est à la source de ce qui se passe au niveau des rédactions, ce qui se passe au niveau de l'évolution de l'influence, de tous nos partenaires. On discute beaucoup et donc on peut être force de proposition auprès de nos clients. Après, les clients sont en droit de dire oui ou de dire non. Je vais peut-être parfois dire à des marques, tiens, c'est trop tôt pour la presse, par contre, on peut démarrer avec de l'influence. Ou bien, c'est trop tôt tout à fait pour nous, je préfère être franche, je vais rien pouvoir faire aujourd'hui parce que j'ai pas envie, moi, de me sentir mal à l'aise en termes de clients, en termes d'agence, de me dire que qu'est-ce qui s'est passé pour mon client ce mois-ci. Ça m'est déjà arrivé de le dire. Et je pense que c'est tout à l'honneur de l'agence de dire qu'on pense que c'est le bon moment et que c'est mature, ou que c'est pas le bon moment et que donc il faut prendre peut-être encore un peu de temps pour réfléchir ensemble. Et ils peuvent me revenir voir autant de fois qu'ils veulent pour réfléchir à
quel bon champ d'action. J'ai déjà accompagné des gens qui, au final, j'ai vu, avaient mis en place les choses que j'avais dites et je trouvais ça très chouette et très intéressant de voir que, voilà, parce que tout le monde, je comprends bien que tout le monde ne veut pas au niveau des mêmes agences, qu'il y a besoin de sentir l'agence, de savoir si on va se sentir bien accompagné, si elle n'est pas trop grosse pour nous. Moi, j'entends souvent Top Secret, c'est trop grand, Top Secret, c'est trop gros, Top Secret, c'est trop cher. Non, Top Secret, c'est pas trop cher, c'est pas trop grand, c'est pas trop gros, c'est juste par rapport à qui on est aujourd'hui. Et ça, je me bats pour ça parce qu'en fait, on est juste par rapport au service qu'on offre. Voilà. Donc, et après, il y a les employés que tu as. Tu peux aussi, j'imagine, apporter vraiment un service personnalisé où du coup, c'est pas un service anonyme, mais tu as une fille. Moi, j'ai des accounts qui sont dédiés à des portefeuilles clients. Donc, elles ont toutes du lifestyle. Je veux pas une fille spécialisée beauté, une food, une voyage, une mode. Je veux que tout le monde soit lifestyle. Ça veut dire que le panel de la presse belge n'est pas assez étendu que pour se spécifier dans certains secteurs. Je trouve ça, moi, pour moi, c'est impossible. Donc, je suis lifestyle et je suis très fière d'être lifestyle parce que aujourd'hui, nos filles fonctionnent en duo. Elles fonctionnent par deux, à savoir qu'il y a une account senior et une account junior. Et ensemble, elles gèrent le portefeuille client. Donc, la senior va avoir plutôt la main sur la stratégie, le budget du client, parce qu'il y a le budget de départ et puis après, il y a tous les extras que le client va prendre et les interviews, les articles de fond, l'organisation stratégique de la marque. Et la junior va plutôt avoir un job plus de day-to-day, de suivi communicationnel, donc faire sortir les emailing, faire ses actualités, peaufiner les dossiers de presse, on va faire les tournées produits, faire les suivis d'influence, faire les suivis journalistes, les voyages de presse. Donc il y a vraiment un côté plus stratégique et un côté plus administratif. Mais les deux sont très liés et l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Et c'est ce que je dis toujours à mes équipes. Tout le monde ici est important. Il n'y a pas une personne plus importante que l'autre. On est un maillon. Si moi, je prends pas le bon brief et que je vous le donne pas bien, ça va pas être bien transcrit et votre client, il va pas être content. Donc, mon implication, elle est la mienne à mon niveau. Mais la leur, elle est essentielle pour que Top Secret fonctionne. Et en final, le résultat, c'est les parutions dans la presse et les parutions sur les réseaux. Et ça, c'est le résultat de travail de toute l'équipe. Voilà. C'est hyper intéressant. On sent vraiment, je trouve, ta passion, ton dynamisme, ta remise en question. Comment tu fais, toi, justement, pour continuer à te nourrir et à t'améliorer? Et je dirais que je suis quelqu'un que je réfléchis beaucoup à moi et à mon implication. Je suis quelqu'un de très sensible aussi, même si sur ma carapace un petit peu brut de décoffrage, je suis très sensible et j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même aussi pour essayer d'être toujours un peu humble par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, parce que finalement, on a un chouette parcours, on compte en Belgique, c'est une chouette agence dont on entend souvent des choses très positives, et ça, j'en suis très contente, et je remercie d'ailleurs nos clients, ce sont nos meilleurs ambassadeurs, et les journalistes d'ailleurs aussi. Mais aujourd'hui, on peut pas, je dirige pas seule cette boîte, je la dirige avec 13 autres personnes, je veux dire, je prends les responsabilités, mais j'ai une équipe derrière moi, à côté de moi, pas derrière, j'aime pas ce terme, à côté, et on travaille fort main dans la main, et Top Secret, c'est vraiment c'est un grand vivier de collectif, quoi. C'est vraiment des filles qui se battent pour cette boîte et on a eu un petit passage à vide l'année passée, on a eu très difficile, on a eu du gros turnover dans notre personnel et ça a été difficile à gérer humainement parce que moi, je suis quelqu'un de très attaché à l'humain et je pense que j'aime bien fédérer autour de moi et j'ai senti à un moment, tu sais, que le lien se perdait. Et donc, il a fallu rassurer, il a fallu se réinventer, il a fallu réengager, il a fallu dire au revoir. Et c'est des moments difficiles. On a beau penser que au suivant, non, pas du tout. Moi, j'avais des filles qui travaillaient ici depuis 15 ans. J'ai des collègues qui sont là depuis 10, 12 et 8 ans. Et ça, c'est pour moi la plus grande richesse de l'entreprise, c'est que les gens aient envie de rester chez nous et de transmettre un peu cette passion. Donc, oui, je me remets en question. Je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts. Je me renseigne sur ce qui se passe. Je suis tout le temps à l'affût sur les réseaux. Je regarde ce qui se fait autour de nous. J'aime bien me nourrir de ça parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a accès à un vivier de créativité, à un vivier d'information qu'on n'avait pas il y a 15 ans. Et donc, en fait, on trouve notre inspiration au quotidien dans tout ce qui se passe digitalement ou sur le terrain. Donc, oui, c'est se remettre en question tout le temps, mais c'est pour être plus performant et voilà. Ouais, c'est super intéressant. On va terminer par ces deux petites questions. C'est quoi pour toi la mode belge? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a des mots-clés pour toi qui viennent la définir? Alors, je dirais qu'en mode belge, j'ai quand même 2 clients qui sont très représentatifs de la mode belge. Ouais. Donc, Tu penses à Nathan et Horta. Et Horta qui sont... Nathan, pour moi, c'est l'élégance d'abord, c'est le raffinement, c'est l'intemporalité et c'est surtout la longévité. Parce qu'une marque qui a 40 ans et qui reste toujours top of mind, c'est une belle preuve de réussite. Ouais. Alors, Edouard Vermeulen et moi, on se le dit, on est une famille. C'est-à-dire que je suis pas chez eux, mais c'est comme si j'étais chez eux. Son équipe,
je fais partie de leur équipe aussi. Je peux appeler n'importe quelle personne de chez Nathan. On se comprend très très bien et mes équipes ici aussi. Donc il y a une vraie synergie entre nos deux maisons, enfin leur maison et notre agence. Et donc ça pour moi c'est vraiment important. Et aujourd'hui, Nathan est aussi sensible à l'upcycling, à la récupération, à tout ce qu'on fait aussi aujourd'hui au niveau impact écologique. Ils créent des collections d'upcycling, ils recyclent des vêtements. Ils ont vraiment toute cette approche qui est intéressante et ça m'amène à Horta puisque c'est une marque quand même avec une certification B Corp. C'est la première marque de mode belge à avoir été certifiée B Corp. Donc ça, on en est quand même très fiers. C'est objectif, responsable, tendance abordable. Donc il y a une vraie démarche chez Marion et Gauthier de vouloir promouvoir vraiment ce côté sensé de la mode, circuit court. Je veux dire, ils ont créé quand même un circuit de production européen de viscose qui est quand même 100% européen. C'est une première mondiale. Absolument. Donc je veux dire, on est quand même sur deux histoires de mode très fortes, avec des codes différents, mais avec un public différent, mais avec un storytelling incroyable pour une agence à raconter. Donc pour moi, ça c'est la mode belge. Ouais, c'est cette diversité, cette hétérogénéité dans son excellence. Et qui du secteur, justement, que tu trouves inspirant et que tu souhaiterais écouter à ce micro? Eh bien, je voudrais parler de Cédric Charlier, qui est un designer belge que j'ai toujours connu, qui est plus discret, mais qui est quelqu'un qui a un parcours assez incroyable, dont j'aime écouter le parcours, parce que je trouve que c'est une histoire assez folle, cette marque, c'est Diane von Furstenberg. Donc voilà, donc ça, c'est deux personnes que je verrais bien à ton micro. Eh ben, écoute, j'adorerais moi aussi. C'est vrai que c'est des vrais beaux noms, en tout cas des grands noms. Cédric Charlier, en effet, qui a fait un beau parcours dans des maisons françaises, Cacharel et Diane von Furstenberg, qu'on ne présente plus. J'adorerais l'avoir à mon micro, absolument. Voilà. Eh ben, écoute, un immense merci, Marine. Merci à toi pour ton temps. Merci en tout cas pour ton dynamisme, ta passion et ton sens du partage. J'ai trouvé ça, en tout cas, moi, hyper intéressant. J'ai appris plein de trucs. Génial. Écoute, merci en tout cas pour ton temps et bravo pour ce podcast. Moi, je trouve très inspirant et très... C'est gai d'écouter ces histoires belges. Ça l'est, hein. Voilà, on aime bien. Voilà, on aime encore bien on aime bien le belge. On aime bien écouter les histoires des Belges. Merci à toi, Marine. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram, WeLoveBelgianBrands_podcast et aussi sur LinkedIn sous les pages astrid.lefebvre et Lindegram.